Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Yannick Dahan aujourd'hui. Salut Stéphane. Salut Yannick. Pour se soustraire à l'actualité de Sale Temps pour un film, puisqu'en fait on est en train de traiter une sortie. Ouais. Au moment où on enregistre, on sort du film. Exactement. C'est-à-dire voilà, donc on l'a vu un bon mois avant la sortie en salle. Mais pour les auditeurs, embargo oblige qui plus est. Ouais. Ça sort en même temps que le film, quoi. Et donc on tourne cette émission longtemps à l'avance, quoi. Bien longtemps à l'avance, ouais. D'accord. Voilà. Mais pourtant, on vient juste de voir le film. C'est quand même important de le préciser parce qu'on n'a pas élaboré de très grandes théories dessus. Hein, voilà, ce film, c'est Vol à haut risque. Ouais. Fly Risk, c'est ça en Flight anglais. Risk. Flight Risk en anglais, de Mel Gibson. Et c'est la raison pour laquelle on en parle, hein, très honnêtement, parce que, alors, il faut peut-être un petit peu contextualiser un peu tout ça. Mel Gibson, on a fait un épisode, on Capture Mag, le podcast dessus il y a quelques années, t'étais parmi nous. C'est un réalisateur qu'on aime beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un extrêmement talentueux, en tout cas à mes yeux et tout, et je sais que toi aussi. Et et c'est quelqu'un qui manque au cinéma de manière générale, hein. C'est-à-dire que en tant que comédien et en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. Non, mais même en tant que comédien, en fait, on le retrouve dans plein de séries Z pourries là, de Vidéoclub. Enfin, Vidéoclub, ça c'est une façon de voir les choses de streaming ou de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, des trucs pas terribles, quoi. Et c'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez habité et tout, quoi. Ouais, mais regarde ce que les types avaient raconté quand ils se sont battus. Un des frères Hughes, je crois, sur Continental. La série. Ah ouais, il disait dans une interview que il s'est accroché en disant non, il est parfait pour le rôle, mais ça a immédiatement suscité tollé réaction qu'ils aient pu choisir Mel Gibson, ne serait-ce que pour le rôle du méchant en plus, tu vois, si tu veux. Disons que voilà, le truc c'est que dans le contexte, en fait, ce qui est intéressant de pointer du doigt, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a eu une grosse traversée du désert, hein, après l'énorme succès monumental de La Passion du Christ au milieu des années 2000. Plein de controverses, évidemment. Des choses, dont on a beaucoup discuté dans le long podcast. Et il y avait une espèce de remontée, en gros, à l'époque de Thune Tueur à Point, en 2006, dont on se demandait ce que ça allait pouvoir donner derrière. Il y a quand même une nomination aux Oscars, etc. pour le film. Oui. Voilà, avec un film de qualité. Ouais. Là-dessus, on revient pas dessus. On en a parlé dans le long podcast. Et de nouveau, une traversée du désert. Alors, bon, certes, il y a eu les années Covid, il y a eu tout ça, etc. Mais enfin, ça n'a pas empêché certains autres de tourner. Donc, le truc, c'est que c'est très étonnant de le voir revenir avec un tout petit projet. Parce que c'est vraiment l'impression que ça, déjà dans la façon dont il est vendu. Ouais. Maintenant qu'on l'a vu, c'est quand même aussi le cas par rapport à, c'est peut-être son projet le plus modeste depuis L'Homme sans visage en tant que réalisateur, quoi. Clairement. C'est vraiment un truc... Et encore, L'Homme sans visage a une ambition thématique. Ouais. Là, tu vois un petit film qui n'a pas d'autre ambition que l'exercice de style et une narration assez simple. Assez soutenue, mais assez simple. Ouais. On va pitcher le film rapidement. Ouais. Vas-y. Putain, c'est moi qui dois faire les trucs relous. Non, le pitch il est assez simple. Il y a une espèce de comptable d'un mafieux qui est arrêté dans un motel tout pourri au fin fond de l'Alaska par une agente du FBI et il veut faire un deal pour pouvoir éviter l'atoll et balancer le mafiosi et simplement ils vont organiser le transfert. Alors comme c'est en Alaska dans un trou du cul du monde, ils ont pas le choix que de prendre un tout petit avion, mais alors un bimoteur, on appelle ça, je crois, tu vois, qui est à moitié pété et qui va être piloté par Mark Wahlberg. Mais comme la bande-annonce grille tout déjà, on sait très bien que Mark Wahlberg va s'avérer être un tueur en fait qui veut se débarrasser de ce témoin-là joué par Topher Grace. Et puis tout le film va se passer dans ce petit avion et au travers des enjeux de ces trois personnages. Voilà. Donc, ça, c'est le postulat de base. C'est le postulat de base. Bande-annonce, je trouve très mauvaise. Ouais. Enfin, moi, je sais que quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, mais c'est Mel Gibson qui a fait ça. Ça pourrait être n'importe quel gogo de direct ou DVD, quoi. Ouais. Finalement, c'est quand même un peu mieux soutenu dans le film. Hein. Ça fonctionne mieux. Ouais, c'est un film propre. Toutefois, alors, il faut savoir aussi un truc, c'est que c'est un script à la base qui était dans la blacklist
Donc pourquoi, comment, alors, t'es dans la fameuse blacklist. Bon, alors, tu m'as dit ça avant le début de la projection, donc je m'attendais à voir quelque peu le cerveau retourné, mais pas du tout. Enfin, moi personnellement, je suis sorti en me disant, bon, ça n'a pas répondu à la question fondamentale que je me pose toujours sur ça. Pourquoi Mel Gibson a fait ce film? Mais ça, on pourra en parler, spéculer sur des choses derrière. Mais quand on ressort du film, malgré tout, je me suis pas emmerdé. J'ai trouvé le film relativement captivant. Je l'ai trouvé grossier par moments, avec des petits trous de mou, surtout dans sa deuxième partie, et avec cette qualité. En fait, si tu veux, une qualité, un défaut majeur, parce que le film, il est un petit peu ludique, il est plus ludique en fait même que tendu. On y vend ça comme un thriller, mais en fait on est moins tendu que. Étonnamment, il y a plus d'humour que ce qu'on Il s'attendait. y a plus d'humour. C'est un exercice de style. T'en parleras après si tu le souhaites. Où effectivement on a quand même un mec qui a de l'expérience et qui du coup faut les tenir les 1h30 dans un cockpit, mais ridicule. Il faut bien que les gens mesurent. On n'est pas dans un 747, dans un avion où il y a pas de place quoi en fait. Donc on est dans un truc claustrophobique avec très peu d'angle de vue possible pour quelqu'un qui doit mettre ça en scène et jamais à aucun moment tu ne tiques véritablement par rapport à la façon dont il orchestre sa scénographie. Donc là-dessus, c'est quand même chapeau bas. Après moi, là où je me suis le plus emmerdé, alors ça répond plus à ce que tu disais sur le côté film de la blacklist, c'est que son postulat de départ est plutôt marrant, la mise en tension du récit, des enjeux de personnages est plutôt cool, la révélation, la façon dont Mark Wahlberg se révèle tueur dans le truc est plutôt chouette. Et alors après, on se retrouve toujours avec ce genre d'histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter après jusqu'à l'inévitable confrontation finale? Et là, il arrive à faire ce truc qui est à la fois bien fait, c'est-à-dire j'arrive à grosso modo traduire un complot extérieur à l'action qui se passe dans l'avion à travers les radios, les voix off, j'entends les mecs avec qui elle parle par téléphone et tout ça. Ça ne quitte jamais le cockpit de l'avion. Et ça ne quitte jamais le cockpit de l'avion. Donc plutôt bien, parce que finalement le scénar en est parfaitement carré. Il arrive à te faire un complot et sa résolution et l'évolution du personnage principal et leur drame fondateur. Il arrive à tout faire. Et en même temps, comme tout se fait, entre guillemets, en off, il y a un petit moment, quand même, dans le film, d'une bonne vingtaine de minutes où le rythme baisse et où l'air de rien, tu vois quelque chose qu'on ne te raconte pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est le petit passage un peu relou. En fait, peut-être qu'il faut un peu recontextualiser. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve étonnant avec un film comme ça, c'est que ça pourrait être un film concept et en fait les mecs perdent cette notion-là très rapidement. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, je sais pas si tu te souviens de ces films, tu sais, dans les années, c'était les high concepts de Larry Cohen. Moi, j'aime beaucoup Larry Cohen, réalisateur et scénariste de série B, quoi, qui nous a quittés depuis, quoi, mais qui les en fait, Phone Booth, tout ça. Exactement, c'est-à-dire les Phone Game en français. Phone Game. Et moi, ce que j'adorais avec Phone Game, c'est que je me suis dit, le concept, il est cool. C'est un mec qui est coincé dans une cabine téléphonique. Il y a un sniper qui le braque. Tu te dis, normalement, t'as de quoi faire de la mise en scène, t'as de quoi faire de la tension, etc., etc. Et les mecs, ils filent ça à Joel Schumacher. Et le premier truc que tu vois, c'est des plans dans le satellite, dans l'espace, et de bidule et tout le machin. Là, il y a rien de tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, justement, comme tu l'as dit, il arrive à te créer, en fait, quelque chose, en fait, qui est hors champ, tout en restant dans le cockpit et en générant des enjeux intéressants pour en tout cas pour les personnages de la femme FBI, quoi, de l'agent du FBI et de Topher Grace, quoi. J'ai oublié le nom de l'actrice. C'est une actrice qui est dans Downton Abbey. Ouais, Downton Abbey, voilà. Mais je me rappelle pas son nom. Alain Mercier, super actrice. Qui avec nous, moi j'aime beaucoup cette nana. Elle est super dans le film. Je veux dire, s'il y a eu comment dire. Si Mark Wahlberg cabotinait pas comme un taré pendant non, mais moi je l'aime bien. mais moi j'aime bien aussi. Mais c'est elle la meilleure clairement dans le truc. Mais bon. Non mais le truc c'est que donc ouais c'est-à-dire qu'en fait effectivement ils arrivent à tenir ce concept-là, ils arrivent à tenir toute la notion. Il y a une petite scène au début qui encapsule, qui ouvre le film en fait. C'est vraiment la scène où il l'arrête, quoi. Ouais. Et t'as une toute petite scène à la fin post atterrissage, quoi. Qui bon, un petit bonus en plus, quoi, qui est un peu rigolo. Mais c'est vrai que tout le film se passe là-dedans. Et pareil, en fait, quand je dis film concept, c'est que ça aurait pu être un film qui aurait dit, comme cet autre film de merde, si tu veux, un concept de merde comme ça des années 90 qui était Nick of Time. Tu te rappelles de ce truc-là avec Johnny Depp? C'est en français, c'était quoi déjà? Alors je sais plus, mais c'était. Je me souviens, mais c'était un film en fait qui était censé se passer en temps réel. Ouais. Et pareil, au bout de 5 minutes,
C'est-à-dire le mec il tombe dans les pommes et en fait les mecs et il se réveille, tu sais, il y a une ellipse et il se réveille. Et tu dis ok, donc vous avez rien compris à votre concept. Là, pour le coup, c'est un film qui pourrait se passer un peu plus clairement en temps réel, mais pourtant il joue pas pour autant sur cette notion-là, puisque en fait il fait passer les petites ellipses où il annonce clairement, bah là il vous reste 75 minutes pour arriver, là il vous reste 1 heure pour arriver. C'est étonnamment un film classique, j'entends narration à l'ancienne, avec une espèce de contrainte d'unité de temps et de lieu. Voilà, d'unité de lieu plus que de temps. De temps, mais parce qu'en fait, tout est relatif, mais ça se passe vraiment sur 2 heures. C'est-à-dire qu'un postulat, comme on l'a raconté, aujourd'hui, ça donnerait lieu à une tentative de film concept avec twist improbable à la fin qui te retourne tout, sauf qu'il fait ça à l'ancienne et il raconte une vraie histoire avec des persos qui évoluent, tous. Enfin, sauf Mark Wahlberg, mais les deux persos évoluent, il y a un arc narratif, il y a un enjeu, il y a un complot, il y a une résolution. C'est étonnant. Voilà. Étonnant. Et alors, le truc, si tu veux, c'est que donc nous, on débarque en fait avec cette bande-annonce effectivement extrêmement, comment dire, enfin, qui fait très très peur, quoi, de la part d'un réalisateur comme Mel Gibson, quoi. Et avec le truc où on se rend compte que bah il y a des moments où on arrive de bon cœur en fait dans certaines séquences et tout ça, etc. Et moi, je trouve grâce à un truc, alors il y a un truc qui est plus ou moins indiqué dans la bande-annonce qui est un truc un peu étrange mais qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, façon de parler d'ailleurs, tu vois, sans mauvais jeu de mots. C'est ce moment-là en fait dans la bande-annonce où on révèle qu'il est chauve, Marky Mark. Moi je l'appelle Marky Mark toujours. Il fallait pas il y a 30 ans choisir ce pseudo. Moi je le garde. C'est comme J-Lo, c'est Jennifer Lopez, c'est J-Lo. Tu vois, voilà, c'est tout quoi. Donc le truc c'est que ce moment, ce reveal, tu regardes ça dans la bande, tu fais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ça? C'est-à-dire qu'en fait il se fait enlever sa casquette et tu te rends compte qu'il est chauve quoi, enfin qu'il est dégarni quoi. C'est juste un gag dans le film. C'est un gag. C'est juste un gag. Et derrière c'est un gag dans la bande-annonce en fait. La bande-annonce est très mal foutue là-dessus, qui indique aussi un certain ton du film. C'est-à-dire et un certain ton qui colle aussi à ce personnage-là. C'est-à-dire qu'en fait ce que je trouve intéressant avec ce personnage-là, et c'est là où je me dis merde. Du coup en fait si tu veux, on a ces trucs qui sont pas mal. Avec ce perso, il y a des idées en fait comme quoi le perso il est un peu comment dire, il est tellement fucked up, tu vois, que en gros si tu veux, t'aimerais que ça soit il a barré, aucun, en fait, il a aucun compas moral. Il est présenté comme ça. Et tu te dis ah c'est cool. Donc en fait, il va vraiment péter un câble. Moi personnellement, ma référence c'était, je me suis dit c'est Trevor dans GTA 5. Tu vois, je me suis dit il va y aller à fond les ballons et en fait ça va être ça. Et malheureusement, non, pas du tout, parce que bah, en fait, dans l'idée de soutenir un petit peu le récit, le suspense, jouer peut-être effectivement un peu avec un ton, c'est pas du second degré, mais un petit côté un peu tongue-in-cheek, tu vois. Le truc, c'est que lui, il disparaît un peu, quoi. Il est très ironique, quand même, tout le ton. Le ton est assez ironique. Mais tu vois, d'un côté, tu dis, t'aimerais bien que ça pousse les potards plus loin. En même temps, c'est compliqué avec 3 persos dans un petit cockpit, sans conséquences narratives problématiques à gérer, mais d'un autre côté, je suis complètement d'accord. Tu vois la bande-annonce, tu vois le plaisir, je pense, qu'a eu Marky Mark, puisque tu l'appelles comme ça, à faire le sociopathe fucked up. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui qui s'est appelé comme ça. Je sais. Et puis tu sens qu'il y a un malin plaisir à en faire un peu des caisses sur ce personnage-là. Malheureux. Et au final, c'est le 3e personnage, c'est le second rôle, c'est celui qu'on voit finalement le moins pendant toute l'intrigue. Alors que c'est la carte. Alors que c'est c'est le truc vendeur. C'est le vrai Joker du film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a un truc. Moi, j'aime bien dans l'absolu, je l'aime bien Marky Mark, avec tous ces comment t'appelles ça. Quand tu le vois sur Instagram, en train de prendre des bains de glaçons là, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Il est marrant. Moi, j'aime bien ça. Le truc, si tu veux, c'est que je l'aime bien, même si bon voilà, il est un peu baisé de la tête aussi celui-là. Mais le truc, si tu veux, c'est que comment dire, malheureusement, ça fait quand même longtemps que lui aussi sa carrière était sur les rails de la merde. C'est-à-dire que je sais pas si tu te les as tapés, toi, les Spencer Confidential, tous les trucs qu'il a tourné avec Peter Berg là, les 22 Miles. Je sais pas, des films d'action de merde là, tu vois, enfin des trucs voilà, et où d'ailleurs il se faisait vraiment pas chier, tu vois. Donc là tu te dis il y a quand même un peu une performance, tu vois, là-dedans, il y a un peu une volonté de sortir un tout petit peu des clous, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que quand je parle de compas moral, c'est la façon dont il promet qu'il va tuer les personnes, en les violant, tu vois, sans se poser de questions. Il dit, en fait, il a l'air de suggérer qu'il pourrait très bien la violer morte, tu vois. Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et tu te dis, ok, alors ça c'est un personnage intéressant. Jouer le truc jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et malheureusement non. Malheureusement, c'est là où en fait, je te dis, le film se perd un peu.
pour le remplacer par effectivement Topher Grace, quoi. C'est-à-dire que Topher Grace, bon, ça, moi je pense que bon, c'est un personnage de bouffon, donc c'est un peu un bouffon, et comme il joue pas hyper bien Topher Grace, bon, il lui fait faire ce qu'il fait un petit peu d'habitude. Et clairement, c'est pas, mais je trouve qu'à la limite dans ce rôle-là, ça va. Moi, ce qui m'emmerde plus, si tu veux, c'est sûr que c'est moins problématique que quand il joue Venom. Ce qui m'emmerde plus, moi, par rapport à un Mel Gibson dont on va répéter, qui quand même un putain de metteur en scène, donc il est complètement carré dans ce qu'il fait. Il arrive à gérer l'espace, à gérer l'intérieur, l'extérieur, à faire des plans qui sont hyper intéressants à certains moments sur les personnages pour créer tout un système. Mais peu de trahison aussi sur le fait que c'est quand même un film qui est tourné en studio. Hein, ça se non, voit, mais clairement. Mais qu'en fait, peu de trahison sur l'idée qu'en fait, il n'y a pas un moment donné où tu te poses vraiment, à part 3-4 plans peut-être de. Ouais, mais c'est pas. Moi, ce qui m'emmerde. Il y a un moment donné où l'avion manque de chuter, si tu veux, tu sens que les effets spéciaux sont pas terribles, quoi. Mais non, et encore que le crash final, je m'attendais pas. Mais ça, c'est parce qu'il y a des trucs rigolos dedans. On va en parler après. Il y a des petits trucs rigolos, mais si tu veux, clairement, pour un peu qu'on redise général, c'est un film plutôt sympathique à regarder. Il faut qu'on le mesure par rapport à nous, c'est-à-dire que nous, on a vu des vieux briscards de la critique de Cinoche. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai eu l'impression de voir une série B bien torchée des années 90 avec un scénar à l'ancienne, comme on n'en fait plus du tout. Donc c'est mieux torché que celle qui sortait dans les années 90 de ce genre-là. C'est-à-dire que mieux torché, je suis d'accord. Mieux que Turbulence à 30 mieux que Turbulence à 30 000 pieds, mieux que le Wesley Snipes que Passager 57. Non, je rigole. Mieux filmé que tous ces films-là. Mais ça me faisait penser à un truc comme ça. Alors, d'un côté, t'as ce côté sympatoche, avec des blagues, tu sais, des fois des blagues bourrines, des fois des blagues salaces, comme nous, ça nous faisait marrer, qui font plus beaucoup marrer les gens aujourd'hui. Donc t'as un décalage par rapport au sujet, t'as un décalage même par rapport à cet humour-là, qui est pas un humour actuel. Donc t'as une sortie sale pour un petit film comme ça. C'est un ovni pour moi, ce truc, tu vois. C'est comme une réminiscence un peu du passé qui revient. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ça, je défends le film, parce que finalement, je passais un bon moment malgré ses défauts. Après, tu le regardes par rapport à Mel Gibson et tu te dis, même si c'est un mec qui sait tenir sa caméra, tout ce que tu veux, il y a quand même un manque. Moi, je trouve, bon, après, j'attendais peut-être au départ un truc que je devais pas attendre, mais t'as quand même un manque d'ambition totale et thématique. Ça, c'est évident. C'est-à-dire, tu n'as pas un élément qui peut te raccorder à quelque chose qui pourrait être une profession de foi du metteur en scène ou une envie de faire quelque chose. Bon, peu importe. Il illustre son petit thriller ludique. Il illustre comme ça. Mais même s'il l'illustre de manière élégante, tu vois, quand je te disais, moi, un truc où je m'attends pas à ça de lui, c'est qu'il y a même des petits trucs un peu grossiers. C'est-à-dire, typiquement, quand dans la deuxième partie, on commence à comprendre qu'il y a un complot au sein même du FBI et que notre héroïne, qui est en train d'essayer de piloter l'avion en même temps, essaye de se rendre compte qu'elle est trahie, qu'il y a une taupe, tout ce que tu veux. Donc, en fait, tout se fait par des échanges avec des gens par radio, donc tout se fait par dialogue. Donc là, c'était fondamental dans ce récit. Pour moi, tel que j'imagine Mel Gibson, qui se disent, OK, donc là, ce que je raconte, c'est ce qui ne se passe pas dans l'avion. Donc, j'ai un double récit à raconter. J'ai ce qui se passe entre la nana et ses interlocuteurs en radio, et j'ai ce qui se passe dans le cockpit pendant que je dénoue des enjeux externes. Et ça, il le fait pas véritablement. Ou il le fait hyper légèrement. Et le seul truc dont je me souviens à ce moment-là, c'est probablement le truc le plus grossier du film, parce qu'il insiste à plusieurs reprises du couteau qui est tombé sous le siège, et tu vois, et qu'on revoit par gros plan à un ou deux moments, et où toute cette scène n'est animée que par tiens, il a repéré qu'il y avait le couteau là, et j'ai trouvé ça hyper léger. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, tu as illustré des dialogues plutôt que de me raconter deux histoires en une à ce moment-là. Et pour un mec comme Mel Gibson, ça manque d'ambition, parce que je pense qu'il l'aurait fait normalement. Toute proportion gardée, le truc, c'est que toute proportion gardée, le film joue sur un terrain réaliste. On a parlé de Passager 57 tout à l'heure. Bon, voilà. C'est-à-dire que Drop Zone, tous ces trucs-là, c'est pas des films réalistes. Non, mais là, il y a une notion qui, pour le coup, n'a jamais vraiment quitté le cinéma américain. Il y a une notion de wannabe thriller Hitchcockien. C'est-à-dire que, par exemple, un contre-exemple, qualitatif, c'est que, pour ceux qui nous écoutent, c'est, par exemple, moi, je trouve bien meilleur qu'un Non-Stop. Non-Stop, le film avec Liam Neeson, dans l'avion. En gros, tu as un premier concept de qui est le tueur dans l'avion de ligne, machin, etc., etc. Est-ce que c'est lui, machin, etc. Est-ce que c'est lui le potentiel terroriste et tout. Et dès qu'en fait le scénar il se dénoue un peu, ça part en coup de boule. Donc en fait le truc c'est ils se disent bon là on a pas quoi raconter en fait. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Là,
il y a cette notion où quand elle le braque avec le flingue, en fait, si tu veux, il y a toute cette notion de tu as besoin de moi, tu peux pas te passer de moi. La nana, elle sait pas piloter un avion, donc en fait, peut-être qu'elle le garde à cause de ça. Lui dit tu peux pas me tirer dessus parce que si tu me tires dessus, ça va partir dans la carlingue, patati patata. Donc tout ça, c'est des choses en fait, si tu veux, qu'il met en place en disant voilà, en fait, vous êtes coincé avec nous dans cet avion. Et voilà comment on va essayer de tirer le maximum du suspense, on va dire. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le couteau. Je suis d'accord sur le fait qu'il insiste un petit peu trop dessus. À la limite, bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une opportunité là. Et comme le film ne développe pas ce suspense dont tu parles de manière. Non, pas tant, finalement. Pas tant que ça. Et qu'en fait, il mise plus sur des entre guillemets presque des petits rebondissements ludiques qui produisent de l'ironie, qui produisent de la blague. On peut pas dire qu'on est véritablement, pour moi, dans un thriller Hitchcockien ou à la fin, non, mais ça peut se jouer au début parce que quand au début il filme, il y a une espèce de temps de latence, de montée en tension, on voit les choses arriver. Et là, c'est super bien fait pour le coup, en termes de mise en scène, tu vois. C'est là, voilà. Donc ces trucs-là sont bien amenés. Mais une fois qu'il a posé les règles que tu dis, c'est pour ça que je suis tiraillé. C'est-à-dire que d'un côté, si je le regarde par rapport au cinéma d'aujourd'hui, je le trouve extrêmement carré, son truc. C'est-à-dire, j'ai posé mes éléments, je joue avec mes éléments, je déroule mon récit. C'est nickel. Ils savent plus faire ça. Raconter une histoire aujourd'hui, ils ne savent plus faire ça. Le mec raconte son histoire de A jusqu'à Z. Et après, tu dis, mais bon, ça aurait pas été aujourd'hui, je l'aurais vu. À l'époque, on se serait dit, c'est vraiment une toute petite série B avec des ficelles qu'on avait vues. Et voilà, et avec des ficelles qu'on a vues 20 fois. Donc par exemple, mais tu vois, par exemple, en fait, si tu veux, je sais pas, là, le truc, c'est que tu regardes un film comme ça. Moi, je sais pas, Mel Gibson, c'est un réalisateur de Braveheart, tu vois. Et en fait, que tu penses. Non, mais même, j'ai envie de te dire, je vais même pas rentrer dans la profession de foi du mec. Je vais même pas rentrer dans ce que le mec veut raconter. C'est-à-dire que même en termes de métier, par exemple, j'ai pas de souvenir de la musique dans ce film. Dans Vol à haut risque. J'ai pas de souvenir de ce genre de choses. Et c'est ça, en fait, où je me dis, tiens, c'est étonnant, en fait, ce côté vraiment modeste. Et je pense en même temps qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, bon, comme on l'a dit, Mel Gibson, il a été longtemps tricard. Ok. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, en 2016, devait avoir un vrai comeback. Encore une fois, on a parlé comment dire, c'est-à-dire un comeback en tant que réalisateur déjà, en premier lieu, et un comeback en tant que comédien. C'est-à-dire qu'en fait, il a tourné des gros projets. C'est-à-dire que Tu ne tueras point, c'était un gros projet qui a été comment dire, nommé aux Oscars, même s'il a rien obtenu. Et ensuite, il s'est retrouvé. Alors bon, c'est peut-être un mauvais choix, mais il a fait il était censé être il était dans une comédie avec Will Ferrell, tu vois. Et à une époque, avec Mark Wahlberg d'ailleurs. Mais il a eu parce que ça, c'est le seul truc que je me rappelle pas. Est-ce qu'il a eu de nouvelles polémiques après Tu ne tueras point? Non, pas vraiment. Parce qu'après un film comme ça, il aurait pu enchaîner par un autre. Il y a la polémique, si tant est qu'on considère que c'en est vraiment une, tu vois, où il a donné son comment dire. Son aval pour le film comment dire, Sound of Freedom l'an dernier, et ça a un peu polémiqué, mais enfin pas de là. Non, mais là, moi je te parlais dans la foulée de Tu ne tueras point, qui ne justifie pas. Bon, après il a toujours mis beaucoup de temps entre polémiques, en fait, des polémiques où il s'est tapé des comment t'appelles ça, des crises parce qu'il faut le savoir, il le dit lui-même, hein, Mel Gibson, il est schizophrène, tu vois, où il s'est tapé des épisodes en fait en public. Non, il y en a pas, ou que ça soit sorti publiquement, non, il y en a pas eu. Mais le truc en fait, c'est que en ça gros, nous ramène à la question du pourquoi en fait. La question, c'est que, en fait, je pense. Pourquoi il a fait ce film? Alors, moi, je pense que Mel Gibson a beaucoup d'ennemis à Hollywood, et ça, c'est une évidence, quoi. Et en gros, que ce comeback, il y a quelques années, a posé un vrai problème, à mon sens, hein, je pense, tu vois. Et que finalement, à part 2-3 gros comédiens bankable, il y a notamment Mark Wahlberg, donc, avec lesquels il a tourné, puisque c'était des comédies avec il a fait des comédies à la con. Truc Very Bad Dads, je sais pas quoi, ce genre de truc. Et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils avaient envie de bosser ensemble, d'ailleurs. Ouais, et en fait, et Robert Downey Jr., qui à une époque l'avait aussi, comment dire, publiquement soutenu, pour lui dire, voilà, ce serait bien qu'on lui donne une deuxième chance et tout. Voilà, à mon avis, le reste d'Hollywood le déteste. Oui, c'est possible. Et bon, mais je pense en fait que c'est même pas. Il y a évidemment les polémiques qui sont liées à comment dire, lui, c'est quelqu'un qui est considéré de droite dur, etc., etc. Mais au-delà de ces polémiques-là, il y a un truc plus basique que ça en fait. C'est-à-dire, c'est un mec, et ça, Hollywood, ils n'aiment pas ça, hein. C'est un mec, en fait, il a banqué son pognon dans un film,
Et il a rapporté la mise. Et ça, Hollywood, ça marche pas. Tu vois, moi, c'est pas. Tu joues pas selon les règles, c'est ça la logique. On est habitué à ce qu'il ait mis du temps, parce que je crois qu'il a réalisé que 5 ou 6 films à tout péter dans sa vie. Donc, de toute façon, il met du temps entre chacun de ses projets. Après, il a peut-être pas fait de film depuis Tu ne tueras point, parce qu'on sait aussi qu'il avait quand même le projet de la Passion du Christ. La résurrection. Qui est quand même à chaque fois annoncé, à chaque fois repoussé. Donc j'imagine bien qu'il y a des problématiques de pognon, qu'il y a des problématiques de plein de choses. Parce que même Caviezel arrête pas de dire qu'il attend que ça se fasse. Mais c'est pas. En fait, c'est des quoi qu'on pense encore une fois politiquement de leur position. Hein, c'est même pas la question. Mais moi je ne parle pas. Hein. Non, mais je sais. Non, mais je le dis parce que Caviezel c'est aussi un mec à problème en fait à Hollywood. Tu vois, c'est que Caviezel il a eu un carton énorme avec Sound of Freedom l'an dernier. Donc tu pourrais te dire il est bankable. La logique voudrait que. Oui, non, mais parce que c'est des films hors système. Vois, en fait, voilà. C'est des films qui ont été faits hors système. Voilà. Non, moi, hors système, je sais pas, mais en tout cas, en fait, si tu veux, contre système. En tout cas, ça n'a pas été fait avec des majors habituels. Enfin, tous ces gens-là sont en train d'essayer même de monter leur propre studio de cinéma pour pouvoir faire des œuvres que justement Hollywood ne veut pas financer. Donc ça, c'est. Après, je sais pas si tu peux les faire sans eux. C'est ça le tout le problème. Je sais pas. En fait. C'est un autre sujet. Bref, ouais. Moi, ma question, c'est quand bien même pour X raisons, Passion du Christ ou polémique ou tout le monde le déteste ou même pourquoi ça? C'est-à-dire parce qu'en fait, je pense que d'un seul coup, alors moi, je ne peux que me mettre c'est de la spéculation qu'on va faire. Voilà, mais je peux que me mettre à sa place, voilà, et se dire, c'est un petit projet. 22 jours de tournage. Ouais, c'est tout. C'est un projet modeste, fait à mon avis avec très peu d'argent, en tout cas en dehors des ce qu'on appelle below the line, c'est-à-dire vraiment en fait hors salaire, quoi. Parce que j'imagine que lui il a quand même son petit salaire, j'imagine que Marky Mark il a son petit salaire, tu vois. Donc voilà, mais Topher Grace aussi, j'imagine, peu importe. Mais le truc en fait, si tu veux, c'est que je pense en fait, il y a une espèce de truc de dire je vais me remettre un tout petit peu en selle. Après il y a un autre truc, hein. Il a 66, 67 ans, Mel Gibson, maintenant aussi. Hein, c'est pas non plus... tu vois, voilà, je veux dire, le travail de réalisateur, c'est un métier après, j'ai vu qu'il demande beaucoup d'énergie. Il est copro aussi du truc avec sa boîte Icon. Donc, tu vois, ça peut être aussi remettre en selle, entre guillemets, sa boîte de prod avec un projet de prod. Voilà, j'ai pas vu, moi, Sound of Freedom, mais est-ce que Icon n'est pas derrière? Non, il est pas derrière ça. Et du coup, moi, j'avais pas vu une production Icon depuis un petit moment. Donc, ça peut être aussi remettre sa boîte, ça peut être trouver de la thune pour financer s'il y a des problèmes, la Passion du Christ, je sais pas du tout. C'est un mec qui est richissime, hein, Mel Gibson. Hein, c'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que normalement il avait banqué en fait à l'époque comment ça s'appelle la Passion du Christ. C'était son argent. Voilà. Bon, depuis, il a eu son divorce avec sa première femme, qui, bon, lui a coûté, parce que ça a son importance quand même, malgré tout, je pense, dans la liberté que tu peux t'obtenir. Tu vois, c'est que ça lui a coûté, parce qu'ils n'avaient pas de contrat de mariage, ça lui a coûté 400 patates, quoi, 400 millions. Donc, c'est des sommes pour nous qui veulent rien dire, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que ça veut dire que normalement, techniquement, il est censé avoir cette somme de son côté aussi. C'est pas mal pour vivre, tu vois. Donc c'est pas mal pour monter un projet. Mais c'est exactement c'est exactement la question qu'on se posait quand on évoquait Stallone, qui a encore la cote, qui fait encore des séries sur comment ça s'appelle, Paramount et tout ça, et que tu vois dans des séries Z, voilà, à 2 balles 50. Bon, c'est sûr que tu n'auras pas la même motivation Mel Gibson ou Stallone. Et je suis plus curieux sur Mel Gibson. Tu vois, c'est pas pour le pognon, c'est clair. Ils sont suffisamment riches, ces gens-là. C'est pas pour le pognon qui fait ça. Alors, se remettre en selle, c'est une possibilité aussi, ou c'est peut-être générer de la thune pour pouvoir financer quelque chose derrière qui lui tient plus à cœur. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que sur un mec comme ça qui a attendu un bon moment, qui a passé des polémiques hardcore pour réussir à faire Tu ne tueras point avec le budget que ça a, te disent si je fais en retour, alors que depuis il n'y a pas eu autant de polémiques qu'avant Tu ne tueras point, qu'ils puissent pas avoir un peu plus d'ambition dans le sujet proposé. C'est ça que je trouve, parce que c'est ce qui caractérise le film, c'est un petit film avec pas de folles ambitions, quoi. Non, mais après le truc aussi avec Mel Gibson, c'est que c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui a appris des George Miller et des Richard Donner. Et bon, alors après, on peut considérer moi je trouve qu'il y a un gouffre entre Richard Donner et George Miller, quoi. mais sans être péjoratif vis-à-vis de Richard Donner, hein. C'est juste que voilà, il y en a un qui est un vrai génie et l'autre qui était un bon artisan, réel, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que justement, je pense que en fait, peut-être que dans la. Il a fait Superman, Richard Donner. Non, mais chef-d'œuvre. Mais non, mais moi j'adore L'Arme Fatale, y a pas de problème. Mais le truc, c'est que en fait. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que peut-être que justement il a
cette notion à ce moment-là de se dire je vais essayer d'être un bon artisan là-dessus. Voilà. Encore une fois, je veux dire, sans lui en parler, sans qu'il s'exprime dessus, parce qu'il en a pas encore parlé du film. Je suis pas convaincu. En fait, je suis pas convaincu de l'idée de je me remets en selle sur un petit projet dans l'espoir, entre guillemets, d'être de nouveau accepté pour faire la autre résurrection. chose. La résurrection. Je veux dire, le mec, il apparaît à Mar-a-Lago chez Trump pour faire un speech encore une semaine. Donc, de toute façon, il est contre le Hollywood qu'il y a aujourd'hui, désormais, sûr, mais... et c'est affiché. Il veut faire la passion. Moi, je pense que il y a plus une logique de. Je pense que c'est quelqu'un. Plus une logique de prod et de. Je pense que c'est je pense que Mel Gibson, il se voit comme un pêcheur dans la ville du péché. Si tu veux, c'est-à-dire que en gros, t'as quand même une interview absolument incroyable. Des années 90 en fait, où qui est ressorti. Moi, je l'ai retrouvé récemment là sur le net, qui était une interview faite par Mike Figgis, le réalisateur quand même de Living Las Vegas et tout. Et en fait, c'est Mel Gibson qui t'explique la faute d'hercherie absolue d'Hollywood, et c'était bien avant La Passion du Christ, c'était bien avant, tu vois, c'était juste après Braveheart. Il te parle du truc dans la colline où on lui dit de pas y aller et tout ça. Il y a tout très connu cette vidéo, elle a circulé de partout. Elle a circulé récemment, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a 25 ans, mais le truc, c'est qu'il y a tout ce truc-là, et il te parle de Joel Silver, tu vois, où tu sens qu'il parle entre deux trucs et tout, quoi. Donc en fait, si tu veux, moi je pense qu'il s'est toujours vu comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne quand même malgré tout dans le système hollywoodien. Il est pas si contre que ça. En fait, il est en contre, mais le problème, c'est qu'en fait, il sait qu'il en a besoin aussi, tu vois. Tu peux pas sortir. En fait, mais ça, je suis d'accord. Sauf que je suis pas sûr que là, maintenant, aujourd'hui, ce soit toujours le cas, en fait. Je me dis, vu la tournure des événements aux États-Unis, vu le Trumpisme qui arrive, vu son soutien ouvert à ça, vu la réaction de Hollywood par rapport à Trump, vu tout ce contexte-là politique, je suis plus sûr qu'ils sont en quête d'une respectabilité, en fait, entre guillemets, ou d'une seconde chance à Hollywood. C'est pour ça que, vu la situation qui se passe, vu les rumeurs comme quoi ils voudraient monter un studio, même avec Mark Wahlberg, sur des où ça se vend en disant on veut monter un truc qui soit pas dans le narratif soi-disant woke, hollywoodien, tout ça. Donc, il y a toute cette démarche-là qui me fait dire, bah non, il est plus en train de sucer les bouts d'Hollywood, il est plutôt en train d'essayer de faire de la tunasse, pour monter ses trucs. Mais alors ça, pour le coup... Mais je t'avoue, je spécule, là, au moment où on enregistre, c'est impossible de savoir, mais moi, je ne crois pas du tout que ça va marcher, ce film. Enfin, je veux dire, en vidéo peut-être, enfin, en streaming, en ce que tu veux. Why? Moi, j'adorais avoir Mel Gibson en face et dire pourquoi vous avez fait ce film. Pourquoi? Sur ces éléments-là, à partir du moment où le mec est pas habité, si tu veux, par son récit, son sujet, comme on peut considérer qu'il l'est quand il traite de la passion, ou quand il va probablement l'être quand il va traiter de la résurrection, si tu veux, il est out of touch, comme on dit. C'est-à-dire, il est, à mon avis, il sait pas faire autre chose qu'un film des années 90, donc quand il y a que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, si tu veux, c'est que, je veux dire, dans les moments les plus, peut-être, tu sais, bourrin de Apocalypto, t'as des scènes à la film des années 80, tu vois. Mais après, le film, il est porté par un récit mythologique, une portée mythologique qui est énorme. Donc le truc, c'est que ça passe, tu te dis ok, tu vois. Mais quand tu le vois en train d'éviter la panthère, en glissant sur le sol et tout, tu te dis bon, il y a des moments où il faut y croire, c'est la grâce, quoi. Mais là-dessus, là. Mais non, je pense que vraiment, t'as besoin de trouver un moyen de l'interviewer, Stéphane. Il faudrait qu'on l'interviewe. C'est ça que t'es en train de me dire. Je pense que la conclusion de cette émission, c'est qu'il faut que tu l'interviewes. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse un numéro spécial sur Monsieur Gibson. Vas-y, bref, Monsieur Gibson, on voudrait faire la même chose. Voilà, faut faire un numéro sur Mel Gibson, et moi, je veux vraiment comprendre pourquoi il a voulu faire ce film et pas un autre. Non, mais moi, Mel Gibson, même si je l'aime bien, hein, je vais même pas critiquer son film, parce que je le trouve sympathique, mais je le trouve tellement entre guillemets ovniesque chez lui. Non, il faut utiliser le terme avec parcimonie, parce qu'il faut pas que les gens croient que c'est un ovni. C'est pas un ovni, le film. C'est vraiment un petit film. C'est vraiment un tout petit film. Voilà, c'est assez classique, assez sur les rails. Bien fait. Bien fait. Voilà, bien foutu. Très bien fait. Deux bons acteurs, une balle perdue. Voilà. Et voilà, mais après, comment dire, on n'a pas parlé de la fin, parce que la fin, elle est rigolote quand même un peu. C'est-à-dire, l'atterrissage. C'est-à-dire, t'as ce truc, on spoil, hein, on vous a prévenu, quoi. Mais il y a une espèce de crash là. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs, en fait, tu te dis, mais voilà, ça, c'est du métier. Ouais. C'est-à-dire la réflexion qui est posée, parce que tu sens, en fait, si tu veux, que c'est impactant. Ouais. Pour utiliser des termes, tu vois, voilà, bien de, comment t'appelles ça, bien corporate. Mais le truc, c'est que t'as ce truc où la nana, elle atterrit avec l'avion à la fin,
Et t'as tout l'avion qui commence, la carlingue qui commence à se déglinguer, donc t'as une roue qui part, t'as un camion et tout. Voilà. Et du coup, t'as Mark Wahlberg qui déblaye et qui se fait comme une merde. Qui se fait écraser par un camion de pompiers de manière ridicule. En plus, c'est même pas, entre guillemets, les héros du film qui lui niquent la gueule. Il se fait juste avoir comme une merde à la fin, quoi. C'est ça, et ça, c'est drôle. Alors, tu sais, du coup, tu me fais penser. Et ça fait partie. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça fait aussi partie des trucs où je dis putain, mais ça devrait être Trevor, ce mec. Ça devrait vraiment être Trevor dans GTA. Ça aurait dû être un perso, mais tellement. Ouais, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans un cockpit, sans déconner? T'aurais pas pu faire beaucoup plus que ce qu'il fait, en fait. Sans risquer de cracher toutes les 2 minutes l'avion. Et c'était plus crédible. Tu vois, par exemple, il se lève à un moment donné et il plante Topher Grace. Ça aurait pu être plus barbare. Voilà. Ça aurait pu être plus barbare, d'autant qu'en plus, il se permet. À un moment donné, là, où il s'enlève ses menottes, là, où il se casse le doigt, où carrément la peau qui est arrachée, t'as un petit côté Goras qui est le seul dans le film. Tu dis, c'est vrai, là, t'aurais pu aller plus loin. Voilà, en fait, le truc, c'est que l'aspect jusqu'au boutiste, alors, bon, pour prendre une référence plus cinématographique, on va dire, si tu veux, que Trevor, parce que Trevor, c'est dans GTA V, les gens qui ont joué à GTA V comprendront de quoi on parle, toi. Mais même si c'est un personnage extrêmement connu maintenant dans le comment dire, dans la culture populaire. Mais Max Cady dans Les Nerfs à vif de Niro, quoi. Tu vois, péter un câble, allez-y à fond les balles. Voilà, avec un perso mais qui est complètement taré, quoi. Tu veux dire que le cinéma est très prudent surtout aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait Mel Gibson a défaut, je devrais pas dire ça s'il écoute l'émission et qu'il accepte. C'est le truc. Dis pas de conneries, il faut que tu l'interviewes. Non, mais il est un peu perché. Enfin, je veux dire, il a un côté fou. Il dit qu'il a un viking dans lui. Ouais. Tu vois, il dit qu'il a un viking. Voilà. Quelqu'un qui me dit j'ai un viking en moi, j'adore. Voilà. Et donc il te dit voilà. Donc tu te dis lâche-le à ce moment-là, dans ce personnage-là. Vas-y, quoi. Et il le fait. Il y a des phrases, des petits et là, et puis en fait, ça redémarre. Et après, il l'envoie péter sur les roues des. Mais ça m'a fait penser à un truc, ce que t'as dit, parce que tout d'un coup, cette scène de crash un peu improbable, parce que franchement, je m'attendais pas à ce que ça finisse sur. Non, mais du crash, oui, mais je m'attendais pas à ce que du crash CGI à base de roues qui vont péter chez le truc de pont. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça me fait penser à un autre genre de petit film old school, qui se voudrait à l'ancienne, qui se voudrait straight, qu'on n'imaginait pas sortir au cinéma. Et qui est pourtant sorti au cinéma, et que j'avais un peu défoncé dans une émission, qui était le Richer avec Gérard. Ah oui, avec Gérard Butler, Mayday, qui avait bien marché en plus. Et je pense à ça parce que t'avais pareil une histoire de crash et tout ce que tu veux. Et tu voyais toute la mécanique du scénar de série B des années 80. Mais la méga différence, c'est là que tu te rends compte que voilà, t'as des vrais mecs qui tiennent le truc et t'en as où ils le tiennent pas. C'est que le scénar, ça partait en sucette. C'était vraiment, tu sais, c'était vraiment le truc où sporadiquement, t'avais les deux héros, puis on te dit là, il va falloir qu'ils deviennent copains. Mais comme on sait pas écrire pour qu'ils arrivent à devenir copains, on coupe et puis tout d'un coup ils sont copains. Tout le film, c'était ça, quoi. Et là, tu dis au moins t'as un mec qui sait raconter une histoire. Et un mec qui sait la filmer. Et ça a beau être tout petit, sans grande ambition, ça restera pas un souvenir dans nos mémoires éternelles, mais rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà. On recommande donc un peu, en sachant ce que c'est, quoi. Voilà. Non, mais avec tout ce qu'on a dit, vous savez que vous allez voir un petit film, une petite série bien rigolote. C'est ce qu'on appelle un film mineur dans la carrière d'un réalisateur. Voilà, c'est un film mineur dans la carrière d'un grand réalisateur. Mais vous en saurez plus quand Stéphane aura interviewé Gibson et qu'on saura pourquoi il a voulu faire ce film. Tu vas rigoler, mais je crois que j'ai trouvé son mail, alors je suis même pas sûr de... Ouais, alors après le problème c'est qu'il parle à très peu de gens, donc je sais pas si ça va être pas difficile, quoi, mais bon. Capture Mag, mail. Voilà. Donc non, mais on verra, c'est un souhait. On aimerait en parler avec lui. En attendant, le truc avec Vol à haut risque, qui est aussi quand même un titre un peu mais basique, tu vois. Non mais c'est surtout même Flight Risk, c'est pété comme titre. Après en même temps ça te vend pas autre chose que ce que c'est. Ah ouais, c'est clair. Voilà, tu vois, ah non mais là le truc il est calibré là dans son petit paquet là, tu sais ce que tu sais ce que tu vois, tu sais ce que t'as et tu l'as. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, jolie lumière, joli cadre. Voilà, clairement. Quelques performances. Voilà, bon petit film. Bon petit truc vite vu et un petit peu oublié après en sortant. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'enregistre très vite après l'avoir vu. Ouais. De peur que en fait si on l'enregistrait au moment où le film sort, on aurait tout. On aurait oublié, ouais. Mais ce qui est bon. Voilà, Bon, après, à mon avis, il va pas rester longtemps en salle. Hein, donc Non, mais après, ça, c'est des produits vidéo. Enfin, quand je dis vidéo, j'arrête pas de dire vidéo, mais comme si on était encore dans les années 90. Ouais, tu vois, c'est des produits streaming, des produits vus à la maison, quoi. Tu vois. C'est ça. Donc voilà, quoi.
Voilà, bon, bah écoute, rien de plus. Hein. Merci Yannick. Mais pas de soucis. Merci Alain, merci à la technique qui ne m'a absolument pas soufflé le nom de l'actrice alors que je lui ai demandé. Ouais, Michel Dockery. Michel Dockery. Voilà. Ah, Michel Dockery, voilà. C'est l'actrice de Downton Abbey. Moi, je regarde pas Downton Abbey. Moi, j'ai vu John Badham avec Johnny Depp. Ah, le film de John Badham, Meurtre en suspens en français. Non, mais moi je retiens dans Downton Abbey parce que la moitié des gens qui regardent Non, mais je te parlais de Nick of Time, le film de Badham avec Johnny Depp, qui était censé être en temps réel et voilà quoi. Ouais, tout pété. Bon. Merci Alain, merci, tu t'es rattrapé dans la dernière minute de l'émission quoi. Bah merci à vous tous et tout, merci à Mel Gibson. Ouais, merci. Voilà. Merci. Donc tu l'auras Mel Gibson. Si non, tu nous entends, voilà. Et puis à bientôt avec un prochain film quoi. Ouais. La Proie avec Christophe Lambert. La Proie. Ah oui, il m'a teasé La Proie. Il veut qu'on fasse La Proie avec Christophe Lambert. Alors dites-le en commentaire, oui, non. Et voilà, et on verra si on fait La Proie. Tellement longtemps que je l'ai pas vu, j'ai trop envie de le revoir. Christophe Lambert en ninja. Voilà, c'est ça, tu vois, voilà. Donc voilà. Donc Yannick veut qu'on fasse La Proie. Je pense que je vais déchanter, hein, mais c'est pas grave. 1994, 95. Ouais, je sais. 95, ouais. Mais déjà, je me marrais à l'époque. Il y avait une scène dans le Bullet Train. Comment ça, une scène le Bullet Train, c'est le train, le train japonais là, qui va super vite. En fait, il y avait une scène avec des ninjas qui attaquent le Bullet Train. Moi, je me rappelle surtout l'entraînement de Christophe. On va pas faire l'épisode alors qu'on n'a pas revu le film. Voilà. Donc en commentaire pour voir si un commentaire. Alors pressez A si vous voulez qu'on interviewe Mel Gibson. Pressez B si vous voulez qu'on fasse La Proie et puis on verra. On verra. Je crois qu'il y en a un on peut le faire, l'autre on verra. Voilà, ça dépend pas trop de nous quoi. Merci et à bientôt. Voilà. Allez, salut.